Bienvenue sur cette table ronde dédiée à la décarbonation et aux zéro émissions. Pour ce sujet concerne quand même un peu tout le monde, un premier chiffre, 418 millions de tonnes CO2 équivalent. C'est une estimation, c'est l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre en France en 2021. Alors bien sûr, ça ne concerne pas uniquement les travaux ferroviaires, mais c'est au global, ce qui donne quand même un chiffre qui est quand même assez important, même s'il est en diminution. Aujourd'hui, dans les travaux ferroviaires, ce matin, j'entendais parler du même sujet. La décarbonation est un sujet très, très important. Pour autant, des solutions existent, petit matériel, gros matériel. Chacun a une solution ou des contraintes à rencontrer. Pour parler de ces sujets, autour de la table, nous avons M. Jérémy Charbonneau de Transalpes Renouvellement, M. Rémi Corazza de chez Neotech, messieurs Mangold et Ara Vindachkan de chez Guessmar, et enfin M. Potier qui représente Volert. Pour commencer cette table ronde, M. Charbonneau, on va commencer aussi par donc, les suites rapides. Quels sont, vous, les enjeux et les contraintes que vous rencontrez sur les chantiers pour être en zéro émission? Bonjour à tous, donc Jérémy Charbonneau, Transalpes Renouvellement. Nous, on est une entreprise de travaux ferroviaires, donc on régénère des voies ferrées avec une suite rapide, ce qui implique d'avaler des kilomètres et donc avec des forts rendements avec cet outil industriel. Et ça s'accompagne de par sa nature de contraintes assez importantes, puisqu'on travaille déjà de nuit. Toutes les nuits, on déplie un chantier qu'on replie après notre séance de travail. Donc c'est plus ou moins chaque nuit une réception d'un chantier, comme on ferait dans le BTP. Donc c'est une des particularités de notre métier et qui est intrinsèquement liée à une émission de CO2 assez importante. Sachant que nos trains, il faut savoir qu'ils fonctionnent au GNR. Ce pas des trains qui sont reliés à la caténaire et qui fonctionnent électriquement. Nos bases arrières, elles peuvent être très éloignées du chantier, on en avait déjà parlé tous les deux. Ouais. Parfois, on peut avoir 2-3 heures d'acheminement pour arriver sur le PK précis où on réalise nos travaux durant une nuit. Donc ça, c'est vraiment c'est notre réalité et c'est la réalité des travaux ferroviaires par suite rapide. Vous évoquiez le GNR. Est-ce que l'une des pistes pour justement diminuer votre niveau d'émission de CO2 serait d'utiliser la caténaire pour acheminer votre train? Oui, c'est une piste. Aujourd'hui, nous ne possédons pas les machines et à ma connaissance, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de machines qui soient suffisamment abouties pour nous permettre de réaliser les travaux qu'on fait avec les contraintes que ça implique. Mais c'est évidemment une piste de réflexion. Et comme on se l'est dit tout au long de notre échange, on réfléchit à ça. On est en train nous-mêmes d'analyser notre impact environnemental en réalisant un bilan carbone et en essayant de faire des projections sur nos chantiers dans le futur. La seconde phase, une fois qu'on aura cette vision et qu'on aura déterminé quel est notre impact et qu'est-ce qui est structurant dans l'impact que nous générons, ce sera évidemment d'ouvrir des discussions avec notre client principal, enfin notre client, SNCF Réseau, et évidemment nos fournisseurs pour tenter de décanter ces sujets et de véritablement trouver des solutions moins énergivores et alors sans doute pas annihiler, mais en tout cas de réduire au maximum la dépendance que nous avons au GNR. Puisque comme je vous le disais aujourd'hui, que ce soit sur nos bases arrières, quand on installe des Algeco pour notre PC travaux ou même pour la maintenance de nos machines ou pour acheminer nos machines à notre chantier, on fonctionne au GNR. Et c'est une contrainte énorme et dont on aimerait s'affranchir, entre guillemets. Mais voilà, pour ça, il faut d'abord qu'on quantifie les choses, ce que nous sommes en train de faire. À la fin de l'année 2023, on devrait avoir une vision un peu plus précise. Et donc, à terme, de réfléchir collectivement, parce que ce n'est pas l'affaire juste de nous, entrepreneurs. Nous essaierons d'être force de proposition vis-à-vis de notre client pour ouvrir des pistes de réflexion et tenter de décanter ce sujet. Est-ce que vous avez déjà, vous, des pistes Alors, il y en a. On sait qu'aujourd'hui, il y a des locomotives qui fonctionnent hybrides. L'hybridation existe. Je ne crois pas, je parle sous le contrôle de gens qui pourraient m'interrompre dans l'Assemblée, qui est aujourd'hui la bande passante du point de vue des fournisseurs qui seraient capables de nous fournir ces locomotives qui fonctionnent de manière hybride, compte tenu du nombre de suites rapides qu'il y a en France et de la quantité de travaux à réaliser. Mais voilà, pour autant, ça reste une piste de réflexion qu'on étudie et à laquelle on réfléchit fortement.
Voilà, l'avenir va dans ce sens. Vous dire aujourd'hui que c'est la seule piste de réflexion, je ne sais pas. Il y a aussi, comme vous en parliez, de la caténaire. Ça, c'est une réflexion qu'il faut engager avec notre client SNCF Réseau. Voilà, ça va être les deux axes principaux, en tout cas pour nos trains travaux. D'accord. Vous parliez donc d'hybridation, équipement électrique. Est-ce que vous êtes amené à utiliser, alors même si vous êtes dans suite rapide, mais vous avez peut-être aussi d'autres équipements en électrique? Alors oui, une suite rapide, comment dire, implique l'utilisation d'outils portatifs entre guillemets qui pourraient fonctionner de manière électrique. On revient toujours à notre contrainte principale qui est notre dépendance au GNR, parce qu'on peut très bien avoir des outils électriques. Une fois que la batterie est vide, il faut la recharger. On la recharge à quoi? Nous aujourd'hui, comme je vous dis, une fois qu'on a replié le train et qu'on arrive sur la base arrière, c'est des groupes électrogènes. Okay. Qui nous alimentent et qui éventuellement nous permettraient de recharger ces machines. Donc oui, c'est une piste de réflexion, mais pour ça, il faut qu'on solde d'autres soucis en amont. Et vous voyez où je veux en venir. Ce serait de faire en sorte que nos points d'attache, que sont les bases arrière ou notre PC travaux, puissent être des lieux directement connectés au réseau électrique et qui nous permettraient non pas de recharger un outil électroportatif sur une énergie fossile, mais bien sur une énergie électrique. D'accord. Donc électricité, recharge compliquée, etc. Alors, très bonne transition puisque messieurs Mangold et Arabi Dachkan de chez Gesmar ont peut-être une solution à votre souci de rechargement d'outillage. Bonjour à tous, Yann Mangold de chez Gesmar. Bonjour. Gérald Arvin Dakshan de chez Gesmar aussi. Donc effectivement, le rechargement est un réel problème sur les bases arrières et c'est devenu une de nos préoccupations. La fourniture de machines électriques, dans un premier temps, ça nous a paru très simple. On prend une machine, on met une batterie dedans et on la vend. La difficulté, c'est que notre client, il doit la recharger et l'endroit où il va utiliser sa machine, sur les bases arrière travaux, on n'a pas forcément les prises qui nous permettent de recharger. Cela nous a amené à réfléchir plus à un écosystème et non plus une machine. Et c'est plus dans une réflexion générale de l'électrification des chantiers qu'on doit se positionner, de manière à pouvoir à la fois faire les travaux en électrique, amener l'énergie, parce qu'il y a des machines qui ne rentrent pas forcément sur les bases arrière, il y en a qui restent même à côté des chantiers, sur le bord des voies, amener l'énergie à ces machines. Et la solution qui amène ces machines est capable d'aller la recharger dans un endroit où elle saurait trouver l'énergie nécessaire. Actuellement, notre réflexion est menée là-dessus, soit diminuer la taille des batteries de manière à pouvoir amener l'énergie aux machines, mais on se retrouvera confronté à des problèmes de cohérence entre les vieilles batteries et les nouvelles batteries qui sont liés à l'utilisation des batteries lithium. C'est un problème aussi à réfléchir avec les futurs utilisateurs. Et pour passer la main à Gérald sur les petites machines et les petites batteries, actuellement, nous sommes en train de développer un rétrofit sur toutes nos machines, de manière à pouvoir repasser toutes les machines qui sont actuellement en thermique, avec les mêmes batteries sur toutes les machines, de manière à ce que nos clients n'aient plus des problèmes de changement entre, même chez nos machines, une machine de type A qui aurait des batteries, une machine de type B qui aurait d'autres batteries, une machine de type C qui aurait d'autres batteries. L'idée, c'est d'avoir la même gamme de batteries sur toutes les machines, juste en multipliant les batteries pour obtenir l'énergie nécessaire. Voilà notre axe de réflexion sur les batteries actuellement. Et pour les petites machines. Oui, je rajouterais aussi bien sûr que l'empreinte carbone, elle n'est pas que sur le CO2 qui est émis sur le chantier, mais tout au long du cycle de vie. On le voit dans l'automobile aujourd'hui, hein, tout le monde en parle de ça. D'où notre démarche qui a été non seulement de proposer des produits neufs, mais aussi ce rétrofit, c'est-à-dire des clients qui ont déjà des machines dans leur parc, qui veulent électrifier une partie de ces machines, ils pourront faire une conversion sans changer forcément toute la machine. Et ça permet de réduire l'empreinte carbone globale.
Après, cette question de recharge, elle est aussi importante. Et c'est ce qui nous a amené dans nos réflexions à nous dire, oui, il faut qu'on ait des machines aussi performantes que les machines actuelles. Pourquoi? Parce que, comme a dit le premier intervenant sur les chantiers, on n'a jamais le temps. Il faut rendre la voie. Et donc, il faut des machines performantes. Donc, il fallait une batterie qui soit suffisamment dimensionnée. Mais on ne veut pas non plus porter trop de poids. Moi, j'ai toujours en tête ce commentaire qu'on m'avait fait sur un chantier, c'est l'essence, on l'amène, mais après, on ne la ramène pas. Elle part dans l'air. Alors que là, l'énergie, il faut la ramener à la base travaux. Et donc, cette question de poids, elle était vraiment aussi au cœur de nos réflexions. Une batterie plus petite, elle se charge plus vite. Et donc, c'est dans tout cet écosystème de charge, on se dit, avoir une seule batterie, c'est clairement un gros avantage en termes logistiques pour nos clients. Et ils le voient au fur et à mesure qu'ils s'équipent. Vous avez fait des tests justement sur l'autonomie, sur les. Comment avez-vous procédé pour ces tests? Il faut savoir que ça fait longtemps que GESMAR est dans cette voie-là de l'électrification. Et donc, les tests qu'on a fait déjà, c'était de se dire, comme je disais, il faut qu'on ait des machines suffisamment puissantes. On les a testés dans des conditions très extrêmes. Donc, on a fait des tests dans des températures très froides. On a dernièrement fait une coupe de rail sous le tunnel sous la Manche, avec une machine sur batterie. C'est la première fois du monde qu'on faisait ça. À savoir que c'est des conditions très particulières avec des rails sous compression. En 2019, on a fait la première coupe de rail sur batterie. On avait présenté, je crois, au salon de Münster à l'époque. Et donc, oui, on a fait des tests, on a livré des machines, on apprend avec l'expérience des entrepreneurs sur cette question logistique. On leur propose des nouvelles solutions et on est toujours en développement de nouveautés pour les aider, soit sur les machines ou soit sur la logistique de charge. Ok. Au-delà des équipements justement de rétrofit, etc., vous proposez aussi d'autres solutions pour justement diminuer non seulement le niveau de CO2, mais je dirais aussi l'avantage de l'électrique, c'est de diminuer aussi le niveau sonore. L'avantage de l'électrique, alors ça c'est quelque chose qui est arrivé après. On s'est rendu compte que les chantiers en électrique ne faisaient pratiquement plus de bruit. Et lorsque l'on travaille en zone dense avec une suite rapide, par exemple, le bruit qui est généré par les engins travaux est absolument phénoménal. Si on prend juste une nacelle diesel qui tourne à côté de nous, pendant une nuit, ça peut énerver les riverains vraiment très fort. L'avantage de l'électrique, c'est que lorsque la machine est positionnée à l'endroit où elle travaille, il n'y a plus de bruit. Il y a juste le bruit des outils. Si vous faites une coupe avec une tronçonneuse électrique, il n'y a que le bruit de la lame qui attaque le rail. Si vous faites on a une perceuse électrique d'ailleurs sur le stand. Si vous faites un percement avec une perceuse électrique, c'est le forêt qui va faire du bruit, mais vous entendrez le zzz de la perceuse, vous ne l'entendrez plus non plus. Et ça, pour les riverains, c'est énorme. Je pense que pour les entrepreneurs qui travaillent en ville, l'avantage de l'électrique est énorme par rapport au thermique. Alors, j'ai une autre question, c'est au niveau logistique, comment justement s'organise le travail? Vous parliez tout à l'heure de je viens avec mon essence et je repars sans mon essence, en fait. Comment s'organise la logistique pour les batteries, justement, quand on n'a pas de moyens de recharge sur le chantier, finalement? Alors, la logistique, évidemment, il y a cet aspect de moyens de recharge. Et je crois que c'est comme dans l'automobile. On n'aura jamais une production qui vient de nulle part. Donc, cette question de recharge, elle est importante. Mais il n'y a pas que ça. Cette question de charge, elle est aussi liée à la multiplicité des batteries qu'on peut avoir sur le chantier. C'est-à-dire que si dans une base travaux, j'ai 10 types de batteries différents et que je n'ai pas la bonne qui est chargée pour la machine que je veux utiliser, j'aurai un problème. Donc déjà, notre démarche, elle était de simplifier et de dire, OK, on va prévoir pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, suffisamment d'énergie, même si on ne peut pas charger sur la base, mais on a toujours la bonne batterie, puisqu'elle est unique. Et on pourra la charger partout où on trouve une prise. D'ailleurs, ce n'est pas comme pour une voiture,
où il faut des prises particulières pour faire une charge rapide. Là, c'est une charge rapide, quelle que soit la prise. D'accord. Donc on pourra charger même sur une prise dans un bureau, un hôtel, n'importe quoi. Tout à l'heure, je parlais d'un écosystème sur les batteries. On imaginait pouvoir prendre l'énergie dans la caténaire de manière à recharger ces batteries. Il faut savoir que les batteries lithium sont faites de différentes chimies et qu'elles ne se chargent pas toutes de la même manière et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes capacités de restitution. C'est-à-dire que si je suis capable de faire un gros appel d'énergie sur ma caténaire, je suis capable de charger un certain type de batterie. Je ne vais pas vous embêter avec les batteries, mais un certain type de batterie qui est capable de prendre une grosse charge d'un seul coup pour pouvoir après recharger d'autres outils électriques qui, eux, demandent un peu plus de temps et pourraient être rechargés à partir de cette batterie mère. L'écosystème est à concevoir en réfléchissant exactement au type de travaux que l'on veut faire, de l'énergie dont on a besoin pour faire ces travaux, parce que c'est ça qui va déterminer la machine en elle-même, et du temps que l'on alloue au rechargement et de l'énergie que l'on veut faire passer au moment du rechargement. C'est toutes ces choses-là, elles sont à discuter avec nos clients, de manière à bien identifier leurs besoins pour leur apporter la meilleure solution possible. D'accord. Donc on parle d'électrification, on rejoint en fait ce que disait M. Charbonneau sur l'usage de la caténaire finalement. À un moment donné, peut-être que c'est une piste de réflexion. Pour autant, M. Corazza, Neotech, vous avez pris un autre axe. Vous êtes plus parti sur de l'hybridation. Pourquoi avoir choisi en fait cet axe ? Bonjour, Rémi Corazza, Société Neotech, donc constructeur d'équipements ferroviaires, principalement pour la construction et maintenance des réseaux caténaires. Donc effectivement, le sujet de l'électrification des engins ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier, mais et je dirais arrivé par des sollicitations et une sensibilisation auprès de nos clients et des donneurs d'ordre et gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc je dirais que l'impact et l'enjeu a de suite été très marqué. Bien entendu, en tant que constructeur, la chose n'est pas si simple qu'elle ne paraît. On peut comparer avec beaucoup d'autres secteurs d'activité tels que l'automobile, etc. Le ferroviaire a ses particularités. Donc Neotech a été, je dirais, sensibilisé aux questions sécurité de travail, conditions de travail. On parlait d'émissions sonores, que ce soit pour les opérateurs, les riverains, etc., notamment en zone urbaine. La partie, bien sûr, émissions de gaz dans les tunnels, etc., qui nécessitaient jusqu'à présent des adaptations assez importantes pour solutionner ces problématiques-là. Neotech est parti dans une direction qui, bien sûr, sera destinée à évoluer, notamment par rapport à l'infrastructure que l'on trouve sur le rail. Et sans ça, on ne peut pas prendre, je dirais, la bonne direction seul dans son coin. Donc Neotech, dans sa gamme d'engins, a développé une première machine 100% électrique, donc une nacelle Railroute qui est exposée sur notre stand ici au CIFER, donc la Sky C10. Donc une petite machine vraiment orientée pour des applications d'élévation de personnes et travaux caténaires, principalement pour les espaces assez confinés, tunnels, transit, réseau urbain, où vraiment l'impératif aujourd'hui de proposer des premières solutions 100% électriques, donc sans émissions sonores et émissions de gaz, était requise. Donc cette machine est 100% électrique. Elle a été développée bien sûr pour apporter une autonomie fonctionnelle la plus aboutie possible, aujourd'hui qui est en phase avec ce que les gens, les opérateurs sur le terrain auxquels ils sont confrontés. Donc le sujet autonomie a été bien sûr un des sujets clés, mais par rapport justement, comme ont pu le dire les personnes ici présentes, la problématique de la recharge notamment est quand même au cœur du système. Et pour évoluer, je dirais, avec l'infrastructure actuelle, Neotech a travaillé aussi sur de la technologie hybride pour permettre, puisque ce n'est pas si facile que ça d'avoir des power packs pour recharger, que ce soit sur les bases arrières ou même sur des sites en construction, on peut penser aux tunnels, etc. Donc avec l'utilisation de petits power packs thermiques qui permettent à la fois de
de recharger l'équipement, donc de proposer une certaine autonomie embarquée pour ne pas justement perturber l'utilisation, la production, la maintenance avec les engins et également de couvrir d'autres fonctions. Donc le schéma aujourd'hui qu'a pu emprunter Neotech et comme je l'ai dit, des générations 2, etc. seront à venir. Donc aujourd'hui, Neotech peut proposer des machines 100% électriques ou hybrides avec cette volonté de vraiment ne pas rajouter de contraintes au niveau utilisation des engins, ni de polluer ou de perturber la productivité et surtout d'apporter des solutions en phase avec l'infrastructure actuelle permettant de gérer, de manager la recharge des équipements de façon autonome et sans contrainte majeure aujourd'hui. Et vous parliez d'autonomie, mais aussi de véhicules, entre guillemets, autonomes. Alors, il y a quand même une différence entre autonomie, je vais durer 2 heures et je repars à la recharge, et véhicule autonome, c'est-à-dire, Alors l'autonomie aujourd'hui, très clairement, l'impératif était de pouvoir couvrir des chiffres de travail, donc que ce soit de nuit ou de jour, que ce soit pour des travaux de maintenance ou de construction, permettant vraiment de couvrir de façon sereine, je dirais, les cycles de travail, avec possibilité derrière de recharger dans la journée pour préparer le chiffre suivant, ou justement avec la gestion hybride, à la fois électrique et thermique, selon l'environnement dans lequel on se situe, de pouvoir prolonger l'autonomie embarquée électrique sur la machine. D'accord. Sur le panel donc, de travaux, on a fait grosso modo un tour de piste, c'est-à-dire éventuellement utiliser la caténaire, éventuellement trouver des prises pour recharger, etc. Et il y a un secteur quand même, et là c'est M. Potier qui va nous en parler le mieux, avec l'évolution justement de véhicules électriques autonomes, mais dans un secteur qui est celui de la traction, et notamment avec l'acquisition de marchés dans des carrières qui ne sont pas des secteurs les plus décarbonés qui soient. Donc, bonjour à toutes et à tous, Christophe Potier, président de la société CEMAM, représentant de la société Volart en Allemagne, qui est donc fabricant de systèmes de manœuvre. Donc, pour mouvoir les trains en lieu et poste des chargements. Donc, le gros problème que nous rencontrons, c'est forcément la pollution aussi. Tout ce qui est déchargement et chargement de trains nécessitait un locotracteur qui donc fonctionnait à longueur de temps pour décharger les wagons. Donc là aussi, et je rejoins Neotech, il nous a été demandé par les donneurs d'ordre donc de trouver des solutions plus vertueuses et de passer à des solutions électriques. Donc Volart a commencé à électrifier sa gamme en passant par des systèmes avec des enrouleurs de câbles branchés directement sur le courant et avec une gestion par la suite par fibre optique afin de pouvoir gérer les robots avec les asservissements qui sont soit des tapis pour les carrières, soit avec des bras de chargement ou autres systèmes asservis pour les clients. Et aujourd'hui, Volart a su transformer sa gamme et passer sa gamme avec des systèmes à batterie. Donc, on a gagné forcément en autonomie. Avant, nos systèmes étaient des systèmes stationnaires liés par un câble électrique. En passant par les batteries, on a pu avoir de l'autonomie et pouvoir mouvoir les trains sur les plus grandes distances. Aujourd'hui, les problèmes que l'on rencontre sont des problèmes d'autonomie et de la recherche sur laquelle aujourd'hui Volart travaille le plus, c'est-à-dire arriver à trouver à la fois une autonomie qui réponde aux exigences des clients de plus de 8 heures. Ça, c'est un point qui est très compliqué aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, Volart a pu réussir son passage à l'électrique pour ce genre de système. Alors bien sûr, comme on disait, le plus important aujourd'hui, c'est d'être rentré et d'avoir pénétré tout ce qui est carrière. Donc là, ici, il y a encore 10 ans de ça, on n'aurait pas pu imaginer qu'on mette des robots dans les carrières. Aujourd'hui, on a su mettre les robots électriques dans les carrières, totalement automatisés avec les tapis de chargement. Ça, c'est une avancée énorme au niveau de ces lieux très difficiles. Donc,
peu près au niveau de tout ce qu'on a à dire sur les systèmes de manœuvre. Donc là, après, on est passé bien sûr sur tout ce qui est système de rail route. Donc vous pouvez voir ici au salon, nous avons pu exposer le Velex 20 avec son petit frère qui est le Velex 40. Le Velex 20 est un rail route qui a une autonomie de 8 heures, qui peut tirer une traction de 300 tonnes. Donc ce système est utilisé dans tout ce qui est plateforme logistique. On les utilise aussi bien dans tout ce qui est site SNCF pour tout ce qui est transfert de train sur des plateformes, des rotondes. On les utilise aussi dans tout ce qui est donc environnement, logistique. Mais c'est une grosse partie de son utilisation. On a le Velex 40 qui lui passe à 600 tonnes. Donc avec les 600 tonnes, on peut donc mouvoir tout ce qui est train fret pour la SNCF. On les utilise pour tout ce qui est reprofilage des roues au sein de la SNCF et de la RATP. Donc on les utilise aussi pour tout ce qui est contrôle banc ultrason. Et tous ces engins sont aussi utilisés dans certaines carrières. Donc on les utilise à la fois carrière, dépôt, avec une très grande autonomie. C'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on utilise le plus. On a aussi dans la gamme tout ce qui est rail-rail. Donc c'est ces systèmes qui sont utilisés aussi pour tout ce qui est déchargement, chargement également, dans tout ce qui est système de dépôt, sauf qu'eux restent automatiquement dans la voie ferrée. Ils restent dans la voie. Les rail-routes, eux, peuvent aller sortir de la voie et à la fois revenir dans la voie. Alors, comment justement gérez-vous cette problématique de recharge? Vous parlez d'autonomie suffisante, mais 40 tonnes, 20 tonnes, ça demande de la puissance, ça demande de l'autonomie. Comment vous affranchissez de ce problème de recharge? Alors aujourd'hui, le système, comme les Velex, ont une batterie interchangeable. Donc si on a une capacité de 3x8, si les gens tournent en 3x8, ils ont la possibilité d'interchanger les batteries. Donc c'est-à-dire, comme ça au moins, ils peuvent toujours avoir une batterie rechargée. Sinon, en moyenne, les batteries tiennent 8 heures, mais il faut exactement à peu près le même temps pour les recharger, à peu près 8 heures d'autonomie pour les recharger. Donc aujourd'hui, c'est la seule possibilité qu'on a, justement, c'est ce que j'expliquais avec Volart, c'est qu'aujourd'hui, on cherche des fournisseurs pour pouvoir trouver une capacité plus élargie sur une autonomie plus grande, des capacités plus importantes. Donc ça, c'est le plus important et c'est le problème le plus qu'on a aujourd'hui à traiter. D'accord. Donc, messieurs, sur les différentes solutions que vous proposez, il se dessine quand même une même problématique, que ce soit pour la suite rapide, le petit matériel ou pas. C'est-à-dire cette histoire de peut-être pouvoir utiliser la caténaire pour vous recharger, pour éviter d'avoir un groupe électrogène. Quelles seraient pour vous les innovations, les solutions attendues en fait pour aller plus loin dans ce domaine? Aujourd'hui, sur nos systèmes, on ne peut pas utiliser la caténaire, on ne peut pas recharger par d'autres moyens qu'une prise de courant ou un groupe électrogène. C'est le gros problème, c'est ce que j'expliquais. Aujourd'hui, ce qu'on attend beaucoup du salon, ou du moins des exposants ici, c'est d'arriver à avancer sur les batteries et d'arriver à trouver une autonomie beaucoup plus grande, avec une capacité beaucoup plus importante pour nos engins. Volart n'est pas fabricant de batteries, il attend beaucoup aussi des sociétés extérieures fabricants de batteries pour pouvoir agrandir leur autonomie, leur traction, leur durée dans le temps. Ça, c'est l'évolution sur laquelle le secteur recherche et développement chez Volart doit travailler pour augmenter la capacité de leur engin, aussi bien au niveau de la traction que du temps. Et bien sûr, joue aussi la vitesse. On a pu aujourd'hui mettre électrifier et mettre des batteries dans les robots pour remplacer les moteurs diesel qui étaient polluants. Le problème, c'est arriver à récupérer tout ce qui était les puissances, les vitesses des énergies fossiles en batterie. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est limité dans les vitesses et on est limité par l'autonomie. La seule grosse différence aujourd'hui par rapport au thermique, c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance. Un élément de réponse, Monsieur Charbonnet? Je vous rejoins sur le sujet de la caténaire parce que c'est une piste qu'on doit garder en tête, mais qui n'est pas, à ma connaissance en tout cas, à l'ordre du jour dans les discussions qu'on peut avoir.
Et nous, nos vrais enjeux, comme je vous le disais, c'est l'éloignement, hein. On est au milieu de la pampa. Concrètement, c'est ça, nos chantiers, que ce soit en base arrière ou sur le chantier en lui-même. On a des engins qui sont énergivores, donc un besoin de puissance qui est assez important. On travaille de nuit et dans les périodes actuelles, vous voyez bien que c'est par des températures plutôt basses. Du coup, ça a aussi un enjeu sur les batteries, comme vous le disiez. Et tout ça, enfin, à tous vous écouter, hein, la discussion, elle tourne vraiment autour de... il faut qu'on se concerte tous, en fait. C'est vraiment l'affaire de tous. Nous, utilisateurs finaux, on a vraiment le GNR, entre guillemets, aujourd'hui est la solution de facilité. Parce que c'est éprouvé, ça fonctionne bien, on sait comment ça fonctionne et on va dire que c'est éprouvé, en tout cas, dans notre type de travaux. Mais on est très en demande de voir ce qui est possible de faire, justement, avec cette énergie électrique. La caténaire, on le dit, on le garde dans un coin de notre tête. Ça ne doit pas être exclu parce qu'un jour, les choses évolueront peut-être. Mais voilà, le sujet des batteries aussi, je vois, il y a toute une logistique derrière. Vous le disiez, les batteries interchangeables, etc. On est toujours dans cette même problématique. On est très éloigné. Donc si on a un set de 3 batteries pour quand on tourne pendant toute une nuit, il faudra prévoir pendant la journée de pouvoir les rapatrier sur la base arrière, de les remettre sur les machines, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on discute et qu'on mette en place ensemble parce qu'on a un vrai besoin et on a surtout une vraie volonté qui est de tendre vers... On parle de zéro émission, Oui. On n'y sera pas demain, très clairement, mais voilà, c'est vraiment notre ambition et il faut qu'on s'en donne les moyens et tous ensemble. Ouais. Monsieur Mangold, je pense que vous vouliez réagir. Oui, je pense qu'aujourd'hui, sur les chantiers, on a 2 problématiques. Il y a l'acheminement jusqu'au chantier et après, il y a les travaux. Si on prend la traction, on va se servir de la traction sur l'acheminement. Lorsqu'on va arracher le train, on va demander énormément d'énergie. Lorsqu'on va rouler, on va demander moins. Et on se rend compte que sur le chantier, la locomotive, elle tourne au ralenti. On consomme du gasoil pour rien, en fait. C'est un moteur qui tourne au ralenti, c'est-à-dire qu'au niveau énergie, ça ne demande rien. Là, c'est les engins qui vont commencer à être énergivores et à demander énormément d'énergie. Lorsque je demande à un client la quantité d'énergie qu'il a consommée sur son chantier, c'est très compliqué pour lui de me dire j'ai consommé 2 gigawattheures ou 500 mégawattheures. Il est incapable de me dire ça. Aujourd'hui, on a des batteries qui, en 20 minutes, sont capables de remonter à 80%. Mmh. Si on se met sur la caténaire, on a des fournisseurs qui ont des chimies qui permettent, en 20 minutes, de récupérer 80% de notre batterie. Ça veut dire que si on part de notre base arrière avec une batterie à moitié chargée, le temps d'arriver sur le chantier, on aura entièrement rechargé notre batterie, pratiquement. Si on est capable de quantifier l'énergie dont on a besoin sur le chantier, on est capable de dimensionner les batteries. Et aujourd'hui, c'est là que l'on pêche. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés à quantifier l'énergie qui est utilisée sur un chantier pour dimensionner les batteries qui sont nécessaires. Ce qui coûte très cher dans une machine électrique, c'est la batterie, c'est l'énergie. Et si on ne sait pas quantifier l'énergie, on ne sait pas donner un prix à une machine. Alors, quelle est la solution? Je tentais de vous poser la question quand même. La solution pour justement... La solution, c'est un travail en commun, en fait. On a des gens qui font des travaux, qui savent très bien utiliser leurs machines. Il faudrait instrumenter les machines pour savoir l'énergie exacte qui est consommée par les machines et traduire ça après en batterie de manière à quantifier l'énergie à emporter pour réaliser les travaux. Après, recharger les batteries, les chimies que l'on a actuellement sur le marché, avec la caténaire, on saura les recharger sur l'aller ou sur le retour. D'accord. Voilà. Je pense que les systèmes qui ont pu déjà être développés, donc c'est déjà une très bonne chose puisque on arrive déjà à afficher des bilans, que ce soit carbone ou consommation aussi de carburant qui est quand même à l'ordre du jour aujourd'hui, qui sont quand même révélateurs. Il faut persévérer dans ce biais-là, mais effectivement, ça passera par une organisation, je pense, de tous les acteurs qui œuvrent sur le rail. Pourquoi? Parce que l'infrastructure ferroviaire est propre à elle-même et tout comme d'autres secteurs d'activité, le côté, on parle de logistique, de transport d'énergie, d'où qu'elle vienne ou quelle que soit aujourd'hui sa nature, sera aussi quand même au cœur de l'évolution des engins de demain. Et effectivement, les premiers bilans qu'on peut afficher sur des chantiers
des réductions de consommation de carburant ou d'émissions de 50-55% par rapport à ce qui est utilisé aujourd'hui. Je pense que c'est quand même très révélateur et apprécié, je pense, dans la démarche globale de chacun. On est aussi à du 100% lorsqu'on est 100% électrique, mais bien sûr, le côté recharge et acheminement de l'énergie reste quand même au cœur du sujet. Donc c'est là où il faut effectivement travailler. Et là encore, comme je le dis, c'est avec un travail collaboratif de l'ensemble des acteurs et non pas seul dans son coin, puisque les machines sont utilisées non pas par les constructeurs, mais par les opérateurs et au service du réseau global. Voilà. D'accord. On arrive je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que dans l'assistance, est-ce qu'il y a des questions? Jean de la Chapelle, Colas-Rail, il y a un des éléments qui n'a pas été évoqué. Tout ce que vous avez pu mentionner sur ces difficultés d'autonomie, de temps de recharge sont effectivement des éléments clés. Il y a un autre élément, aujourd'hui, c'est le coût. Ce qui nous freine, nous, en tant qu'installateurs, utilisateurs de vos produits, c'est que le coût aujourd'hui est assez prohibitif par rapport à ce que l'on peut se permettre. Et donc, comment voyez-vous les choses évoluer en termes de baisse de cette base de coûts qui nous permettra à ce moment-là de pouvoir prendre des décisions en bonne connaissance de cause et en restant dans des ordres de grandeur cohérents avec nos coûts de revient? Bonjour Monsieur de la Chapelle, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, le coût des batteries est en train de monter. La cellule augmente et a pris 50% sur la dernière année qui vient de s'écouler, donc ça va être très compliqué d'aller vers le bas. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on est toute une chaîne pour arriver aux travaux. Nous, on est simples constructeurs, vous travaillez sur les lignes et il y a quelqu'un qui a besoin des travaux. Je pense que pour qu'on soit tous à égalité, que vous y trouviez votre compte, il faut que dans les appels d'offres, dès le départ, la machine électrique soit inclue, parce que si elle n'est pas inclue, ça va être très compliqué d'avancer sur ce sujet. Monsieur Orgel, je vais rebondir là sur ce que vous venez de dire. Dans les appels d'offres aujourd'hui, le coût d'une machine électrique n'est pas inclus. Non seulement le coût de la machine électrique n'est pas inclus, mais je dirais que le coût de la décarbonation du chantier n'est pas vraiment pas fortifié, valorisé. Ce qui fait que si dans l'appel d'offres, on n'a pas une valorisation du CO2, quel est l'intérêt de diminuer le CO2? Écologique, je dirais. Alors, écologique, oui, mais je ne suis pas sûr que les gens soient prêts à mettre gratuitement au service de l'écologie leurs machines et de payer l'écologie pour se mettre, je dirais, en difficulté financièrement pour l'écologie. Il faut que tout le monde y trouve son compte. On est tous d'accord que c'est pour l'écologie que nous faisons ça. Actuellement, on travaille sur des machines sans que personne nous l'ait demandé. Ce n'est pas juste parce qu'on aime faire des machines électriques, c'est parce qu'il y a un réel attrait derrière pour faire du bien. Non seulement les gens vont travailler dans des conditions moins bruyantes et sans émanation de CO2. Ça, c'est effectivement notre but. Mais on ne trouvera personne pour nous les acheter s'il n'y a pas à un moment donné un donneur d'ordre qui dit « Moi, je veux que les gens qui travaillent sur mon chantier travaillent avec moins de bruit et moins de CO2 ». Parce qu'on vend les deux, hein. On vend les machines avec CO2 et les machines sans CO2. Et pour l'instant, les machines sans CO2, ce n'est pas celles qui partent le plus. D'accord. Et je dirais aussi une chose, c'est que évidemment le coût est lié au volume. Et donc à partir du moment où la demande augmentera en termes de quantité, ça deviendra le futur standard. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et le coût est lié au volume, clairement. Monsieur Charbonneau? Alors, je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, les cahiers des charges, alors je parle de la suite rapide pour Transalp Renouvellement, les cahiers des charges aujourd'hui qu'on voit pour des travaux de suite rapide, ils incluent une dimension RSE, bilan carbone, etc. Mais alors, je ne vais pas dire qu'elle se réduit à peau de chagrin, mais on est davantage dans... Alors, je vais essayer d'être démagogique, mais davantage dans l'affichage que dans une réelle volonté. Et au final, on le dit tous, hein, cette volonté, elle remonte aux donneurs d'ordre, au pouvoir public. C'est une volonté collective de dire, on ne dit pas seulement il faut faire un bilan carbone, c'est-à-dire une photographie de qu'est-ce qu'est même à suite rapide, que génèrent mes travaux de régénération de voies ferrées. Il faut se dire, comme vous le disiez, très certainement c'est une piste à étudier, d'intégrer véritablement ces machines et l'énergie électrique, plus que de simplement faire de l'affichage. Et aujourd'hui, il y a juste un chiffre qui est très parlant. À ma connaissance, et vous me corrigerez dans l'Assemblée si je dis une bêtise, la notation, j'englobe RSE, bilan carbone dans le même panier, on est aux alentours de 10 à 15%. Ça ne va pas plus loin dans la notation technique.
C'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à il y a 10 ans. Moi, quand j'ai commencé à bosser il y a 10 ans, c'était à peine 5%. Donc les choses ont évolué. Mais demain, il va falloir qu'on aille plus loin. Et effectivement, comme vous le disiez, il n'y a que ça. Et encore une fois, on parle de collectif qui va nous permettre de trouver des solutions pérennes tous ensemble. Mais ça remonte à nos donneurs d'ordre et in fine au pouvoir public. Je crois que le message est passé pour le donneur d'ordre. Je vais intervenir quand même. Monsieur Potier. Je vais intervenir parce que vous êtes Colas Rail et donc nous venons de vendre justement un robot dans votre société. Et entre guillemets, oui, l'électrique, le gros problème que l'on a, hormis les appels d'offres, mais il y a des sociétés aujourd'hui qui nous ont fait confiance comme Colas Rail, comme Cemex, comme Carrière de Duny. Je reviens sur les carrières. Le problème, c'est pas réellement non plus le prix. Hein. Ça reste, je dis bien, un problème d'autonomie. Donc on est toujours sur des problèmes de vitesse, d'autonomie, et on parle quand même d'une production. Donc il y a le coût. Mais hormis le coût, il y a aussi la production derrière. Si on n'est pas bon au niveau de l'autonomie, si on n'arrive pas à s'améliorer pour arriver à revenir aux capacités de l'ancien système diesel fuel, à partir de là, énergie fossile, à partir de là, on n'y arrivera pas. C'est là que je suis d'accord, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on arrive à trouver des nouvelles technologies, il faut qu'on arrive à améliorer les systèmes de nos batteries ou de l'autonomie. Et c'est ça qui va pouvoir faire avancer les choses. C'est ça qui va faire avancer les choses. Parce que sinon, on a des gens ici qui font confiance et qui achètent de l'électrique. En France, nos 5-6 grosses ventes ici en France, dont les Carrières du Boulonnais, le plus gros ITE d'Europe, a parié sur l'électrique. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est exactement ce qu'on disait, c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a cette approche, nous, notre quotidien et notre problématique qui est de dire qu'on a besoin d'énergie, qu'on est au milieu de la campagne, etc. Et cette volonté collective d'avancer ensemble vers un modèle qui est pas simplement un modèle d'affichage, qui est une réelle volonté de mettre en place des solutions qui soient, on sera peut-être jamais équivalent au GNR ou autre, mais du moins de s'en approcher. Et c'est vraiment ça qui fera la différence. Mais c'est complémentaire, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre participation à cette table ronde. Et personnellement, je vous donne rendez-vous donc demain, même forum, pour parler cette fois-ci d'hydrogène. Merci à vous tous.